Bonjour à toutes et à tous, on continue notre exploration de Civilization 7 avec ces images, ces vidéos qu'on n'a pas vues en fait lors de la présentation du jeu dernièrement. Donc là ça fait suite indirectement à la dernière vidéo. Il vient de fonder sa première ville, sa capitale. L'agriculture a été découverte automatiquement au début. Là, il a le choix entre la navigation, l'élevage et puis la poterie. Donc là, la navigation, on va regarder un petit peu le détail. On voit que déjà, premièrement, ça apporte un nouveau type de bâtiment qui est le fishing quay. C'est un quai de pêche, tout simplement. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des bâtiments qui vont être construits maintenant sur les rivières. Alors vous savez que dans Civ 7, ils ont rajouté un nouveau type de terrain qui est la rivière navigable. Et en fait c'est une tuile à part entière. C'est-à-dire que là vous voyez sur la ville, la rivière qui est au sud, c'est une rivière navigable. Donc ce sont des rivières assez larges. On va pouvoir les naviguer avec nos unités. Et donc il y a des bâtiments qui vont se construire dessus. Donc le type de tuile est rivière navigable. Donc c'est à dire qu'on pourra construire dessus que des bâtiments réservés aux rivières. Et donc là ça va être un quai de pêche. Donc ce qui est intéressant c'est que contrairement à Civ 6, on n'est plus obligé. Alors comment ça s'appelait dans Civ 6? C'était la navigation à voile. On n'est plus obligé de trouver ça pour pouvoir aller pêcher. Là, on peut d'abord aller pêcher, et ensuite, une fois qu'on a la navigation, on peut améliorer nos bateaux de pêche. Parce que là, ils disent plus 1 de nourriture par bateau de pêche. Donc on peut déjà avoir des bateaux de pêche une fois qu'on a construit ce quai. Alors il est persistant, on verra plus tard ce que ça veut dire. On peut le construire dans les villages, dans les avant-postes. Et doit être, vous voyez, placé sur une côte, ou sur un lac, ou sur une tuile de rivière navigable. Ensuite, ça nous permet de débloquer aussi la galère, l'embarcation. Donc là, ça permet aux unités standards, donc les unités terrestres, de pouvoir traverser, aller sur les rivières, enfin sur les côtes, les tuiles d'eau non profonde. Voilà. Et puis, quoi qu'il arrive, ça donnera 1 de nourriture à tous les bateaux de pêche. Et le quai de pêche rajoutera encore 1 de nourriture à tous les bateaux de pêche. Donc ça, voilà ce que débloque la navigation. Ensuite, il a la possibilité de développer l'élevage. Donc on va regarder juste très vite. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'appelle le saw pit. Ok. Donc plus 1 de production pour les camps et les woodcutters. Donc ça doit être les bûcherons, mais les scieries peut-être, je sais pas. Il y a encore écrit Warehouse Production Building, alors qu'on avait vu avant le Warehouse Food Building, toujours persistant. Ensuite il y a le Slinger. Donc le Slinger c'est le... Mince, comment il s'appelle en français? Je sais plus maintenant. Le frondeur. Voilà, on a la possibilité de développer la première unité à distance, de tir à distance. Et puis, ça ajoute quoi qu'il arrive. Donc le saw pit, c'est la scierie en fait. Hein. C'est une scierie et on peut déjà avoir des woodcutters. Donc on peut déjà avoir des gens qui coupent du bois. Et si si on développe l'élevage, ils vont rapporter plus de production. Et si en plus on construit un saw pit, donc une scierie, ça rapportera encore plus. Donc vous voyez la logique, c'est plus comme avant. Hein. C'est plus on met une scierie dans un bois, ça rapporte plus. Là non, il y a déjà des woodcutters avant. Et une fois qu'on fait la scierie, ils sont meilleurs. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils ont retourné la chose. Alors troisième choix qu'on a, c'est de développer la poterie. Donc là on a la même chose apparemment, j'ai l'impression. Le brickyard, ok. Ça donne 1 de production sur les clay pits, les mines, les carrières.
on est encore sur un Warehouse Production Building. Ok, ça donne plus de nourriture sur les plantations, plus de production sur les clay pits. C'est quoi? C'est les... comment on pourrait traduire ça? Alors clay c'est l'argile, mais je sais pas, les fosses d'argile, les lieux qui produisent de l'argile, quoi. Hein. Ok, donc voilà les 3 premières technologies qu'on va pouvoir développer dans Civ 7. Ok, donc là on voit qu'il sélectionne le scout, et voilà un petit peu ce qu'il y a comme action pour le scout. Donc il y a une petite action qui s'appelle Lookout, et on voit que ça augmente la vision de 1. Donc il va l'utiliser, et on va voir en fait, sans se déplacer, il peut utiliser cette action pour observer de loin, comme s'il sortait ses jumelles qui n'existaient pas à l'époque, pour voir un peu plus loin, et en même temps ça va dévoiler en fait certaines zones, certains lieux particuliers. Donc vous voyez, voilà, c'est cette action-là dont je parlais, c'est Search en fait, qui augmente la vision de 1 pour un tour, et ça révèle toutes les découvertes qu'on peut faire. Il y a 2 petites actions, il y a Lookout et Search, qu'on peut utiliser avec le scout, en plus de le déplacer bien sûr. Voilà, donc vous voyez, il a fait l'action, ça a agrandi le champ de vision, et puis tout en haut, il y a une tuile qui est apparue, avec les petites torches, vous voyez, tout en haut de l'écran. Ça veut dire qu'il y a un truc à aller repérer là-bas. Et ça c'est plutôt pas mal, parce que c'est une option qu'on n'avait pas dans Civ 6, et parfois on pouvait, vous savez, quand on cherchait les huttes, ou quand on cherchait, surtout quand on cherchait les huttes, on était obligé d'aller chercher hexagone par hexagone. On pouvait très bien passer à 1 ou 2 hexagones d'une hutte sans jamais la trouver, sans jamais la voir. Là c'est pas mal, on fait un petit repérage, et ensuite on sait vers où se diriger si elles sont pas très loin. C'est, je trouve, une très bonne idée. Donc là, après avoir ouvert sa ville, on voit qu'il a la possibilité maintenant de construire le grenier qu'il avait eu grâce à l'agriculture. Et donc là, on a des petits détails déjà. Voilà, donc là on a le détail. Donc la première chose, c'est que le grenier, tout de suite, on sait qu'il va rapporter 1 de nourriture en plus. La deuxième chose, c'est qu'il y a marqué, vous voyez, sur le côté droit, ageless. Ça va vouloir dire probablement que c'est un bâtiment qui va rester actif tout au long de la partie. Il ne va pas devenir obsolète. Parce que ça laisse sous-entendre que certains bâtiments vont être remplacés par d'autres au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, évidemment. Si on regarde le détail du grenier, donc on voit bien qu'il y a 1 de nourriture, et en plus, donc 1 de nourriture pour la ville au total, et puis il va donner pour les cases 1 de nourriture en plus pour chaque ferme, chaque pâturage, chaque plantation. On a toujours ce Warehouse Food Building. Il y a le mot persistant. Voilà, donc est-ce que c'est en rapport avec ageless? Je ne suis pas encore sûr. Voilà. Alors, il a cliqué sur le grenier, donc maintenant s'ouvre un zoom sur la ville pour savoir où on va construire le grenier. Alors, et là, c'est un des changements majeurs qu'il y a depuis Civ 6. C'est-à-dire que dans Civ 6, vous vous souvenez que le grenier, c'était un bâtiment de centre-ville. C'est-à-dire que quand on le construisait, on le voyait se construire sur la tuile du centre-ville. Voilà, il ne prenait pas de place particulière. Là, dans Civ 7, ils ont changé complètement ça. Chaque bâtiment, en fait, va être construit sur une case. Ou plutôt dans un emplacement de case. Parce qu'en fait, ils ont revu la notion de district. Il n'y a plus les districts comme on avait dans Civ 6, le district scientifique où dedans, il nous servait à mettre tous les bâtiments scientifiques, la bibliothèque, puis
l'université, puis le laboratoire de recherche. Puis on avait le district culturel, la place de théâtre, puis on avait le district religieux, et en fait ça nous permettait de choisir une case où on mettait tous nos bâtiments spécialisés, on va dire, entre guillemets. Là ça fonctionne plus du tout comme ça. Là vous voyez que le grenier, où qu'on le mette sur une des cases vertes, ça va rapporter de toute façon un de nourriture. Bon, ça on le savait, puisqu'il y avait marqué plus one food, on savait. Maintenant, il y a deux possibilités. Vous voyez qu'au centre, là où on a fondé notre ville, vous avez vu que c'est une couleur un peu différente, mais il y a déjà des bâtiments, puisqu'il y a c'est notre centre-ville, hein, et donc il y a notre palais qui est là. Et vous voyez, sous l'icône du petit épi de maïs, vous avez deux emplacements. Celui de gauche est occupé par le palais, et le deuxième, il est libre, et il peut accueillir un bâtiment. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir mettre deux bâtiments par case. Même si c'est des bâtiments qui n'ont rien à voir ensemble. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien mettre une bibliothèque et un théâtre sur la même case. En gros, ce grenier, là je vais pouvoir le placer soit dans le centre-ville où il y a mon palais, et donc ça va compléter le district urbain de ma ville, puisque là j'ai une seule case de ville qui est un district urbain, soit je clique sur une autre case autour de mon centre-ville, et là ça va créer un deuxième district urbain, et donc ça va faire grandir ma ville. Le grenier va prendre un emplacement, et il y aura un deuxième emplacement libre. Et on pourra mettre encore deux bâtiments, un au centre-ville et un dans le deuxième district urbain. Donc vous voyez ça, l'idée de comment ça évolue, et donc visuellement la ville va grandir si je choisis de poser mon grenier sur une case autour du centre-ville. Alors il semblerait même qu'a priori on puisse construire des murs dans chacun des emplacements. Ça c'est à confirmer, je ne l'ai pas vu vraiment, mais on a vu que dans le trailer, on a vu que les murs de la ville pouvaient évoluer. Donc j'imagine qu'on peut commencer à construire des murs autour du centre-ville, mais que les quartiers aux alentours ne soient pas protégés. Et donc on pourrait faire évoluer nos murs comme ça. Il semblerait qu'il y ait une possibilité de faire évoluer les murs comme ça au sein de la ville. À confirmer cependant. Voilà, donc là vous voyez qu'il a décidé de construire le grenier à l'extérieur du centre-ville, mais visuellement la ville grossit. Alors elle grossit juste visuellement, hein. Elle fait toujours 1 de population, mais il a construit un bâtiment dans une des cases disponibles tout simplement. Et donc vous voyez comme visuellement aussi on voit que la case est un petit peu coupée en deux. Donc dans 8 tours, ce grenier sera terminé, puisqu'il faut 8 tours pour le terminer. Mais la deuxième partie de la case, vous voyez, c'est juste des petites habitations. Et donc là on voit qu'il y a un deuxième bâtiment qui va pouvoir être construit. C'est assez sympa visuellement comment c'est rendu. Hein. Alors là on n'a pas bien vu, mais ça correspond au moment où la ville grossit en population. Donc on a obtenu un deuxième point de population. Et là c'est aussi un autre changement très important dans Civ 7. J'ai pas tous les détails évidemment, je sais pas exactement comment tout va fonctionner. Mais vous voyez qu'en haut à gauche, donc il y a les petites stats de la ville, et puis il y a marqué City Growth, ok, donc croissance de la ville. Sélectionnez une tuile. Donc soit en fait on a la possibilité entre Expand Your City, donc on va pouvoir faire grandir la cité, ou Add a Specialist, maximum 0 par tuile. Donc apparemment on ne peut pas encore le faire. Mais donc quand la ville va grandir, c'est un petit peu particulier parce que ça va... Je sais pas comment expliquer ça. Vous vous souvenez dans Civ 6, quand la ville grandit, on va décider de la population, quelle tuile elle va travailler.
Là, c'est un peu la même chose. Et en même temps, ça va nous montrer comment ils ont géré le fait de supprimer les bâtisseurs. Ça, vous l'avez vu aussi, il n'y a plus l'unité de bâtisseur dans Civ 7. Et en fait, il y a eu une fusion entre la croissance de la ville et le bâtisseur. On se rappelle dans Civ 6, la ville grandit, on place le nouveau citoyen sur une tuile à travailler. En parallèle de ça, on a formé des bâtisseurs pour qu'ils aillent améliorer une case. Voilà. Donc l'idée c'était ça. Ici dans Civ 7, ce qu'ils ont voulu faire, c'est simplifier cet aspect et ne plus avoir les bâtisseurs à gérer. Et ça c'est une très bonne chose je trouve, puisque les bâtisseurs en début de partie c'est sympa, mais au bout d'un moment tu sais plus trop quand les faire. Il faut anticiper de devoir faire des bâtisseurs, et dès qu'on arrive en milieu de partie ils servent plus à rien, et en fait ils servent que à réparer les tuiles quand il y a eu des dégâts ou des pillages, enfin bref. Donc là ils ont eu cette bonne idée je trouve de supprimer les bâtisseurs. Donc là comment ça fonctionne? Quand la ville elle grossit, il y a un nouveau point de population, donc a priori soit on l'ajoute en tant que spécialiste au milieu de la case, là la case rouge, mais là apparemment on ne peut pas le faire encore, soit tout simplement on va étendre notre ville. Donc on a le choix sur les 5 tuiles vertes qui sont là, parce que les deux autres c'est des districts urbains, donc on ne peut pas agrandir la ville, elle fait déjà 2 cases. Là en cliquant sur une des tuiles vertes, on va créer ce qu'on appelle un district, alors je ne suis pas sûr du nom, mais on va dire rural, un district rural. Donc il ne fera pas partie de la ville, il ne sera pas dans le centre-ville, ça ne va pas étendre les bâtiments de la ville, visuellement ça ne va rien changer au niveau de la ville, mais sauf que là on est dans les campagnes, on est en dehors des murs de la ville. Et donc, vous voyez que sur les 4 d'en haut, on va dire, il y a une petite icône avec du bois, et celui en bas à gauche, il y a une petite icône avec un panier et du poisson. Alors je vous le décris parce que je sais que la résolution va pas être terrible, mais voilà. Donc ça veut dire que là, mon deuxième point de population, il va me servir à aller travailler une tuile et en même temps, il va l'aménager. Vous voyez, donc ça remplace le bâtisseur au moment où on fait grandir notre population. Donc admettons, si je choisis d'étendre ma ville sur une tuile où il y a du bois, eh ben, il va y avoir un bûcheron qui va s'installer ici. Et donc il va nous amener de la production. Ok. Si on décide de le mettre en bas à gauche, il y a un bateau de pêche qui va se mettre ici, et donc ça va nous apporter d'autres productions. Alors là maintenant, on voit les détails des cases. Je ne suis pas sûr, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Je pense que quand on va cliquer sur une tuile où il y a un maïs et un bonheur, on va gagner un de nourriture et un de bonheur, je pense. En créant un bûcheron, je ne suis pas sûr de ça, il faudra voir. La tuile d'en bas, ça va créer un bateau de pêche. Il y a de la production, de l'or, du bonheur. Bon, voilà. Voilà comment fonctionne un petit peu la chose. Et vous allez voir, il va justement créer un bateau de pêche tout de suite après, puis on en reparle. Donc voilà ce que je vous disais. Le joueur là met la souris ou clique, je sais pas, sur cette case. Ça lui dit à gauche que ça va ajouter une amélioration, donc ça va améliorer la case, et ça nous dit choisir cette tuile va vous donner un bateau de pêche. Voilà. Et sur l'écran au milieu, on a le détail qui est rappelé en fait ce qu'il y avait sur la case: un de nourriture, un de production, un d'or et un de bonheur. Voilà, donc il a choisi de mettre un bateau de pêche, et vous voyez que sur la ville maintenant, il y a deux choses qui se sont passées. C'est qu'il y a un bateau de pêche qui est apparu sur cette tuile, donc il va rapporter les bonus qu'on a dit avant, et puis surtout, les frontières de la ville se sont agrandies. Vous avez vu, ça fait un petit peu comme une bombe culturelle.
Voilà, donc vous voyez tous les petits changements. Donc il n'y a plus de bâtisseurs. Pour améliorer les villes, on le fait quand il y a une nouvelle population qui apparaît. Et en même temps, ça sera apparemment plus la culture qui va agrandir les frontières, puisque c'est en aménageant une nouvelle tuile. Voilà, super intéressant, je trouve, c'est une très bonne idée. Ça fluidifie vachement le jeu, je trouve. Et il va y avoir des combinaisons qui vont vraiment être intéressantes, parce que, on verra un peu plus tard, selon les bâtiments qu'on va mettre dans nos districts, ça peut déclencher des combos, de ce que j'ai compris. Donc à voir si c'est dans tous les cas ou dans certains cas uniquement, mais ça peut vraiment être intéressant. Voilà, donc là le joueur ensuite choisit de prendre son éclaireur, il va aller vers la tuile, hein, vers la découverte qu'il a fait auparavant, donc il va avancer, il utilise, voilà, tour suivant, il avance, donc il a 2 points de mouvement, hein. Apparemment les éclaireurs ont 2 points de mouvement maintenant, ils ont plus... Ils avaient 3 ou pas? Oui, ils avaient 3. Donc là il va faire encore tour suivant, et il va aller chercher cette petite mine, enfin c'est comme une hutte, et on voit qu'il y a le choix entre 2 choses, gagner de la production ou de l'or pour la capitale, ou du bonheur. Voilà. Voilà, ensuite j'ai avancé un petit peu dans la vidéo, et on voit là une nouvelle, enfin l'autre action de l'éclaireur, c'est, vous voyez, il construit un gué en fait, et il se met là, et ça permet de voir plus loin. Ça peut être pas mal pour surveiller les environs, donc ça c'est une très bonne idée, je trouve. Donc là il a la possibilité d'agrandir encore sa ville, en fait c'est assez accéléré là pour la démo, donc il a encore le choix de choisir une tuile pour agrandir ses frontières, pour l'aménager, parce qu'il a une 3e population. Donc là tout simplement on voit qu'il peut soit continuer sur la rivière en mettant un nouveau bateau de pêche, soit il y a une nouvelle tuile qui s'est rajoutée dans le marais, et on voit qu'il y a une nouvelle icône, mais on ne sait pas trop ce que ça peut être, on n'a pas le détail, mais ça créerait une amélioration sur le marais. Voilà, dans Civ 6, les marais, je ne sais pas trop comment on pouvait les améliorer, on ne pouvait pas vraiment. On pouvait les assécher, ils apportaient un de nourriture, mais sinon rien de spécial. Là apparemment il y a quelque chose qu'on pourrait mettre dessus, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être qu'ils considèrent qu'il y a de l'argile, je sais pas. Voilà, donc là on voit qu'il a choisi un bateau sur la rivière aussi, un bateau de pêche, puis il décide de créer son unité militaire, voilà, dans sa ville. Là il n'y a rien de particulier. Tour suivant. Voilà, tour suivant, il construit, il va prendre son éclaireur, il va se balader. On voit que l'éclaireur, là, il arrive sur une petite rivière, donc il y a aussi des petits ruisseaux qui ne sont pas navigables, évidemment. Donc là, on arrive sur le premier déblocage sur l'arbre civique, ce qu'ils appelaient la chefferie, hein, dans Civ 6. Et donc on voit qu'il y a le même système qui a été conservé, un système de cartes. Donc là, ça débloque 2 cartes. Une carte qui s'appelle le leader charismatique, qui permet de donner 2 de culture sur le palais. Ok, très bien. Et l'autre carte débloquée, c'est la fabrication d'outils, qui permet de donner 1 de production et 1 de science sur le palais. Voilà, donc on a une orientation là plutôt soit culture, soit science et production, pour les 2 premières cartes à débloquer. Ensuite, il débloque, ça y est, il a fini la recherche sur la navigation. Donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, ça va lui donner plus de nourriture sur des bateaux de pêche, par exemple. C'est pour ça qu'il en a fait 2, il a prévu le coup. Ensuite, il choisit une nouvelle tech, donc il va prendre soit l'élevage, soit la poterie. Il va partir sur la poterie, très bien, bonne idée. Et puis là, on va arriver sur un nouveau choix de carte de civisme. Donc là, il y a des différentes choses qu'il va falloir qu'on regarde, parce que là, on arrive sur une nouvelle... quelque chose de nouveau encore sur Civ 7, c'est qu'il y a un mini-arbre spécifique à chaque civilisation. Et vous voyez que là, les 2 premières, ça concerne uniquement l'Égypte.
Donc la première s'appelle Scales of Anubis. Et puis là, on a le détail parce qu'il a laissé la souris dessus. Donc en mettant pause, on voit. Donc ça amène un bâtiment, ça amène des bonus et une carte spéciale pour le gouvernement. Après la deuxième s'appelle Arrival of Happy, qui amène aussi un bâtiment et d'autres choses. Et après les deux dernières, c'est en fait les recherches de civisme qui sont communes à tout le monde, la discipline avec ses bonus et ses cartes, et le mysticisme. Quelque chose qui va être important, c'est que donc apparemment, de ce que j'ai compris, quand on développe en fait notre arbre, on va avoir nos deux bâtiments, donc l'arbre spécial pour l'Égypte, avec ces deux en fait, ces deux dogmes, ces deux développements du civisme, on va avoir nos deux bâtiments spéciaux. Et apparemment, de ce que j'ai compris, si on les met ensemble dans le même district, donc vous savez où il y a les deux emplacements, apparemment ça crée quelque chose de particulier. Donc, alors je ne sais pas si les combinaisons vont être, s'il va y avoir différentes combinaisons, et s'il y a des choses qui vont se créer comme ça, ça pourrait être sympa, mais je ne suis pas sûr de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on met les bâtiments spéciaux uniques d'une civilisation dans le même district, ça crée un district spécial, donc ça le booste encore plus. Donc voilà des choses à prendre en considération et à explorer. Ça, on en saura plus un petit peu plus tard, je pense. Voilà, là on a le deuxième dogme de l'Égypte avec le deuxième bâtiment unique, le temple mortuaire, puis les bonus apportés par ce dogme. Donc voilà en fait comment ce qu'on peut dire en fait sur les nouveautés sur la gestion des villes. Et on a déjà vu un petit peu que voilà, il y a des dogmes particuliers à chaque civilisation. Alors c'est un tout petit arbre, hein, je crois qu'il n'y a que 3 dogmes par civilisation, mais qui, avec les bâtiments spéciaux, ils vont arriver maintenant donc séparément de l'arbre civique comme on avait avant dans Civ 6. Il va falloir développer l'arbre à côté pour pouvoir aller chercher les bâtiments spéciaux. Ça me fait penser un petit peu à Clash of Culture en jeu de plateau, où chaque civilisation avait voilà, un petit arbre à côté, même si lui se débloquait automatiquement. Mais voilà, il y a quelque chose qui me fait penser à ça, et donc c'est assez sympa. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les villes et les nouveautés de Civ 7 sur les villes. Vous voyez, énormément de changements, et pour moi ça a l'air d'être vraiment que du positif à voir. Donc merci pour cette vidéo, je vais continuer, on va parler prochainement d'autres choses. Donc je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez le contenu de la chaîne, à partager, à vous abonner. Et d'ici là, jouez bien. Allez, ciao.